Bonjour, alors aujourd'hui, bonjour Bruno Falissard. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et aujourd'hui on va aborder dans cette série des capsules éditées par la SFPEA-DA dont vous êtes le président sur les essentiels de la pédopsychiatrie, on va aborder la psychiatrie de l'enfant. Oui, Dans le vaste champ de la psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent et du bébé, ben effectivement, aujourd'hui on se centre sur l'enfant. Alors, on ne peut pas commencer cet échange sans réfléchir aux spécificités de l'enfance. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de nous transmettre sur votre vision de alors cet âge? effectivement, c'est entre le bébé et l'adolescence. Alors, pour moi, ça commence quand l'enfant commence à parler, et j'ai envie de dire avec un langage construit. Et grosso modo, en fait, la société a construit ça autour de l'école maternelle, hein. L'entrée à l'école maternelle, c'est un peu le moment où les enfants ont un langage développé qui commence à ressembler au langage de l'adulte. Et puis de l'autre côté, de l'autre côté, il y a l'entrée de la puberté. Donc, dans l'adolescence, etc., la sexualité, etc. Et là, on est plutôt vers, je dirais, la quatrième, troisième. Ça commence parfois en cinquième. Et donc, on est en gros école primaire, école maternelle, en fait, hein. Et c'est là-dessus que on va trouver ce que l'on appelle l'enfance. Et donc, avec deux enjeux de taille que sont la socialisation et les apprentissages. Puisque quand on rentre à l'école, eh bien, on va être dans une classe, une cour de récréation, on va être en contact avec un ou une enseignante, avec des camarades, et il va falloir se tenir assis, plus ou moins, etc. Et puis, dès le CP, il va falloir apprendre à lire. Ça, c'est quand même un événement considérable dans la vie d'un être humain. Et en parallèle, beaucoup de nos motifs de consultation vont être en lien avec des difficultés scolaires. Hmm. Bon, alors, par rapport à notre spécialité, quels seraient comment vous pourriez nous parler des différents troubles finalement que connaissent les enfants durant cette période-là et qui relèvent de l'exercice de la psychiatrie de l'enfant? Oui, alors, en premier lieu, j'ai envie de dire, et ils sont particulièrement reconnus en ce moment, tout ce que l'on met sous le vocable de troubles du neurodéveloppement, qui est, de mon point de vue, plus une commodité de langage, une commodité d'usage qu'une réalité à proprement parler neurologique. Mais ça correspond bien à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, eh bien, comme la socialisation et les apprentissages sont importants, eh bien, il y a des enfants qui vont avoir des particularités développementales en lien avec la socialisation et les apprentissages. Et donc, du coup, ils ne vont pas se trouver complètement adaptés dans le milieu scolaire tel qu'il est. Et les psychiatres ont considéré qu'il y avait trois grands sous-types dans ces différences de socialisation et d'apprentissage. Alors, tout ce qu'on appelle autour des troubles spécifiques des apprentissages, les dyslexie par exemple, j'ai du mal à apprendre à lire. Et immédiatement, dès le CP, ça va être un signal d'alarme. Mon enfant ne sait pas lire, il faut vite aller consulter. Tout ce qui relève de l'hyperactivité du déficit de l'attention, qu'on appelle TDAH, l'acronyme est un peu horrible, mais c'est ces enfants hyperactifs qui bougent beaucoup et qui sont impulsifs. Et puis tout ce qui relève de ce qu'on appelle l'autisme et les troubles du spectre de l'autisme. En sachant que ces trois grandes catégories qu'on entend beaucoup dans les médias, en fait, c'est pas si facile que ça de les différencier les unes des autres. Des enfants avec des 10 peuvent avoir des difficultés attentionnelles et en fait, ces difficultés attentionnelles vont aggraver les difficultés d'apprentissage. Les enfants hyperactifs sont impulsifs et ils vont avoir également souvent des dysrégulations émotionnelles parce que quand vous êtes impulsif, vous dites des choses qu'il ne faut pas dire et donc les gens vous regardent différemment et vous vous sentez un petit peu persécuté par cette différence et vous pouvez vous fâcher. Et là, on va dire que l'enfant a un trouble oppositionnel ou etc. Et puis, vous avez des enfants autistes qui ont aussi de l'impulsivité ou des difficultés attentionnelles. Donc, ces grandes catégories sont des commodités d'usage qui fonctionnent assez bien, mais je prendrai juste ce que m'a dit un jour la maman d'un patient qui s'appelait Julien, me dit, mais en fait, Julien, il appartient juste à la team Zarbi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, effectivement, on a des groupes d'enfants, ils sont Zarbi, et donc, du fait d'être bizarre, c'est pas forcément facile de vivre à l'école telle qu'elle est Mm, aujourd'hui. mm, mm. Alors, bien entendu, il n'y a pas que ça. Il y a aussi chez les enfants les troubles que l'on rencontre, même en psychiatrie adulte, hein. Il y a des troubles obsessionnels compulsifs, des attaques de panique, des phobies sociales, qui ont d'ailleurs les tableaux cliniques sont assez proches de ce qu'on voit en psychiatrie d'adulte. Alors,
avec des spécificités, par exemple, ce que l'on appelle la phobie scolaire, qui est un Mhm. trouble vraiment spécifique à l'enfance, qu'on va trouver aussi chez les adolescents, mais qui est, bien sûr, qui est complètement différent de la psychiatrie d'adulte. Et puis alors avec des grandes questions où on n'est pas tellement, d'ailleurs, stabilisé sur les réponses, c'est la dépression. Mhm. Il y a des enfants déprimés, c'est un fait. Est-ce que la dépression de l'enfant, c'est la même chose que la dépression de l'adolescent? Mhm. Il faut savoir que chez l'adolescent, il y a deux ou trois adolescentes déprimés pour un adolescent, alors que chez l'enfant, le sexe ratio, il est à 1. Les antidépresseurs ne fonctionnent pas chez les enfants. Donc, il y a quand même des arguments pour dire que ce que l'on appelle dépression n'est sûrement pas la même chose chez l'adulte et l'adolescent. Et donc, ces troubles anxieux dépressifs sont aussi très importants de manière comorbide avec des troubles des apprentissages, par Voilà. exemple. En fait, c'est ce que je disais, c'est que le fait de mettre des étiquettes troubles du neurodéveloppement d'un côté, et même à l'intérieur des troubles du neurodéveloppement, les 10, l'hyperactivité, l'autisme, et puis après on aurait l'anxiété, la dépression, ce sont des commodités d'usage. Et c'est pas Mhm. négligeable, hein, c'est-à-dire Mhm. c'est important de pouvoir avoir des mots pour essayer de regrouper des enfants qui ont des problèmes identiques afin de proposer des soins qui soient efficaces. Donc tout ça est utile. Mais après, il ne faut pas considérer que c'est comme le Covid, c'est comme la grippe Mhm. ou c'est comme l'infarctus du myocarde. On n'est pas du tout sur les mêmes types de Mhm. problématisation. Mhm. Ça permet aussi de parler la même chose entre professionnels, finalement. Absolument. Mhm. Alors, quelles seraient les particularités de l'exercice clinique auprès des enfants, justement? Alors là aussi, on est entre le bébé et l'adolescent. Mhm. Donc déjà, on a des enfants qui parlent. Et donc, la psychiatrie de l'enfant, c'est un entretien où on va parler. Après, on va parler à une famille. Et ça, pour moi, c'est absolument capital, c'est que l'enfant est toujours dans une famille. Et on ne peut pas l'extraire comme on va extraire un patient qui a une appendicite et que l'on va examiner lui seul, même s'il est dans une famille. Non, un enfant qui a un problème psychiatrique, c'est forcément un enfant qu'on doit considérer dans sa famille. Donc l'entretien va se faire avec la famille. Alors après, l'enfant, ben, il est face à ses parents et au pédopsychiatre qui est un adulte. Et pour un enfant, un adulte, c'est une grande personne. Voilà. Et Mhm. ça, dans la relation, c'est quelque chose que l'on va moins retrouver chez l'adolescent parce que l'adolescent, il commence à être une grande personne. D'ailleurs, même physiquement, les adolescents ont parfois souvent la même taille que nous. Non, l'enfant, il est plus petit et même symboliquement, ben, il est face à une figure d'autorité. Alors ça va être très important avec des côtés positifs et négatifs. C'est que positif, dans les entretiens, on peut avoir un impact très fort sur l'enfant. Mais il faut faire attention, c'est que cet impact fort, si on l'utilise mal, on peut lui faire du mal. Mhm. Et donc la nécessité d'être bienveillant et d'être synthone avec l'enfant dans sa famille et avec sa famille est encore plus importante en psychiatrie pour l'enfant, je pense, qu'en psychiatrie pour l'adolescent. Avec l'avantage que le levier d'effet clinique peut parfois être très fort. En quelques consultations, on peut vraiment Mhm. améliorer sensiblement les choses. Alors, après, une autre particularité de l'examen, de l'entretien clinique, c'est qu'en fait, le plus souvent, et ça c'est quelque chose que l'on ignore, le patient vient nous voir et c'est pas lui qui est à l'origine de la plainte, Mhm. c'est la famille et la société et l'école. Et là, il y a un enjeu éthique de se dire, on m'amène un patient, mais en fait, ce patient est-il en souffrance? Mhm. Qu'est-ce que je dois soigner là-dedans si je ne soigne pas sa souffrance? Et ça peut paraître très abstrait, mais il peut y avoir des situations concrètes où on m'amène un enfant pour un déficit de l'attention, voire une Mhm. hyperactivité, il met un peu le bazar en classe, on va me demander une prescription médicamenteuse, mais oui, mais qu'est-ce que je soigne là-dedans? Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner de médicaments par moment, bien entendu, mais ça veut dire qu'il y a une interrogation éthique qui est le patient à tel point que certains auteurs ont dit que le patient pédopsychiatrique, c'était le lieu d'expression d'une plainte collective. Ça n'est pas un Mhm. enfant, c'est le lieu d'expression d'une plainte focalisée sur un enfant. Et ça, c'est une particularité de l'exercice de la psychiatrie d'enfant
d'arriver à prendre du recul et à se dire, mais alors, où est le vrai patient? Est-ce que c'est la société, la famille, ou est-ce que c'est la petite personne qui est en face de moi? Hmm. C'est un travail immense. Alors, comment on arrive à mobiliser l'entourage de l'enfant? Alors, bon, mobiliser l'entourage, il faut être honnête, dans l'immense majorité des cas, quand ça concerne la famille, c'est facile parce que la famille Hmm. est en général extrêmement motivée pour que ça aille mieux, hein. Et bien entendu que de ce fait, la place de la famille dans le soin est complètement centrale. Alors après, une chose importante dans ce soin, justement, c'est que quand vous êtes parent et que vous avez un enfant dont on vous dit à l'école, ah ça va pas, il y a un problème, etc., on est paniqué, on ne sait pas ce qui se passe parce que Mhm. normalement, tout se déroule bien. On a des copains, on apprend à lire, on apprend à compter, et c'est toujours comme ça. Et quand ça n'est pas le cas, c'est une immense source d'angoisse. Et donc, une partie de notre métier, ça va être juste de mettre des mots là-dessus et de dire, ben oui, mais vous savez, en fait, il n'est pas seul, comme ça arrive, ça correspond à ce mot, dyslexie, par exemple, et ben, on peut le soigner, mais avant tout, il faut comprendre ben, qu'il est différent de ce fait. Voilà, il est dans la Mhm. team Zarbi. Et alors, oui, c'est embêtant, mais c'est pas forcément un drame. C'est embêtant et il va falloir que ben, qu'on le regarde différemment parce qu'il est un peu différent. Et puis, il va falloir aussi qu'à l'école, et il faut être honnête, là, du côté d'école, ça va de mieux en mieux pour ça. Les Mhm. enseignants sont mieux formés et les enseignants savent qu'il y a des enfants différents pour lesquels eh ben, les modalités pédagogiques vont être adaptées. Et puis, bien entendu, on va aussi proposer de l'orthophonie, de la psychomotricité, enfin, Mhm. tout un tas de soins qui vont permettre à l'enfant de pouvoir suivre les apprentissages du mieux qu'il peut. Mhm. Oui, là, vous abordez du coup les particularités aussi du soin autour d'un enfant qui sont très souvent multidisciplinaires. Voilà. Alors bien sûr, Mhm. la pédopsychiatrie, c'est multidisciplinaire, ne serait-ce que parce qu'il y a l'école. Et donc, Mhm. il y a l'école, la famille, le pédopsychiatre. Et pour faire l'interface entre tout ça, eh bien, on a tout un tas de soignants qui vont, des travailleurs sociaux, des orthophonistes, des psychomotriciens, et pour faire que ça soit un soin intégratif, en fait. Mhm. C'est un soin systémique, d'ailleurs. C'est un système que l'on soigne, puisqu'en fait, le patient, encore une fois, c'est le lieu d'expression d'une plainte collective. C'est pas juste le petit bonhomme. Et donc, il faut savoir s'occuper de l'ensemble. Mhm. Est-ce que vous auriez envie de nous en dire plus sur les différents dispositifs de soins qui peuvent s'adresser aux enfants? Alors, ça va dépendre vraiment d'un pays à l'autre. En France, on a un intersecteur de pédopsychiatrie depuis le début des années 70, qui est quelque chose que tout le monde nous envie dans les autres pays, qui est un peu en difficulté aujourd'hui. Et donc, on a du mal à proposer aux enfants, justement, tout ce soin multidisciplinaire qu'on pourrait avoir. Mais en principe, c'est ça. En principe, le fait que dans chaque département, dans chaque territoire, il y ait un endroit où on puisse aller et on puisse vous écouter, faire un diagnostic approprié et proposer une offre de soins en lien avec l'école et la famille et qui soit adaptée aux problèmes spécifiques de l'enfant. On aurait presque ça si l'on avait assez de soignants, voilà. Mais on espère que dans quelques années, ça pourra être le cas. Mhm. Et alors pour terminer, j'avais envie de vous demander dans votre exercice de la pédopsychiatrie, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant, de stimulant, d'engageant en tant que professionnel pour travailler auprès des enfants? Alors, c'est la fraîcheur. C'est-à-dire, Mhm. un enfant a une fraîcheur relationnelle extraordinaire, qui est ben, parce que vous êtes une grande personne et que si vous avez réussi à engager une alliance thérapeutique avec lui, alors il a une confiance totale en vous et il va vous parler en toute franchise de ce qu'il est et il va vous demander en retour un peu la même Mhm. chose. Et ça, ben, c'est passionnant, c'est même émouvant quand on le vit et on ne s'en fatigue jamais, bien entendu. Bien, ben merci beaucoup Bruno Falissard pour ces quelques mots. Merci Bérangère.